Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à tout le public qui est venu assister à l'événement en présentiel. Et puis, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur Twitch. Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir la deuxième édition de notre journée d'études interdisciplinaires, les enjeux juridiques contemporains du jeu vidéo, qui se tiennent à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Nous avions une première édition en mars 2024, et donc voilà la deuxième édition le 26 mars 2026. Et donc pour débuter cette journée d'études, puisque nous sommes à l'université de Reims, je vais laisser la parole au professeur Vincent Vuiblet, premier vice-président de l'université, délégué à l'intelligence artificielle et à la communication. Merci beaucoup. Monsieur le doyen de la faculté de droit et sciences politiques, cher Geoffrey, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, et chers partenaires et intervenants, chères enseignantes, chercheuses et enseignants chercheurs, chères étudiantes et chers étudiants. Alors tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence du président de l'université, Christophe Clément, qui n'a pas pu être parmi nous en ce début de matinée. Et je l'en remercie parce qu'en tant que premier vice-président délégué à l'intelligence artificielle et à la communication, c'est un véritable plaisir pour moi d'être parmi vous et de faire ce petit mot d'ouverture à cette journée d'études. Pour vous accueillir sur le campus Croix-Rouge de l'université de Reims-Champagne-Ardenne pour une journée interdisciplinaire sur les enjeux juridiques contemporains du jeu vidéo et en particulier portant ces enjeux contemporains sur l'intelligence artificielle, sujet qui m'est particulièrement cher. Alors, cet intérêt pour les questions juridiques autour du jeu vidéo sont naturellement pas encore tout à fait une tradition, mais en tout cas ne sont pas totalement nouvelles, puisque comme l'a rappelé Geoffrey Bruno, c'est une journée qui avait déjà eu lieu en 2024, et puis on se souvient que l'an dernier, sans qu'il y ait eu une journée, il y a aussi eu un moment fort, un temps fort, une table ronde autour de la préservation de ce patrimoine vidéoludique. Alors cette année, il s'agit de se concentrer plus particulièrement sur les sujets de l'intelligence artificielle et son utilisation dans le domaine du jeu vidéo et en particulier les sujets qui concernent la propriété intellectuelle et puis donc la propriété intellectuelle autour de l'assistance à la création, de la reproduction de nos voix, de nos images, et vous savez combien ça défraye la chronique. Et puis c'est aussi des enjeux qui sont liés à la fraude, enfin, ou en tout cas à la préservation contre la fraude plutôt, et qui sont un sujet là aussi extrêmement important. Alors en tant que vice-président qui a dans mon ministère l'intelligence artificielle et en tant que directeur de l'Institut d'intelligence artificielle, je me réjouis que ces événements portent ce sujet et réussissent à réunir des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, des étudiants, des partenaires du monde socio-économique et des professionnels. Alors peut-être je vais en oublier, vous m'excuserez, mais des avocats, des représentants de grandes structures du jeu vidéo comme Ubisoft, Activision Blizzard et des représentants d'associations comme Women in Games. Et ça, c'est pour explorer conjointement ces thématiques qui sont actuelles, essentielles et qui sont d'une évolutivité et qui sont extrêmement dynamiques. Et vous savez que ce sujet d'intelligence artificielle dans tous les domaines, moi le mien c'est plutôt la santé et c'est exactement la même chose dans les jeux vidéo. Ça va très très vite, ça évolue très très vite et il faut qu'on se mobilise, que ce soit le monde socio-économique ou le monde académique, pour suivre cette évolution, y faire face, traiter les points de vigilance qui nous permettront d'aborder cette évolution de la manière la plus positive possible et d'en éviter les écueils. Alors c'est une véritable chance pour nos étudiantes et nos étudiants de pouvoir être confrontés avec ces regards divers, mais aussi d'être encouragés dans une journée de réflexion. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'avoir fait une journée d'études complète avec des tables rondes que vous allez animer et qui va vous permettre justement de pouvoir avoir des regards qui sont différents et qui sont extrêmement intéressants. C'est aussi l'opportunité pour vous d'animer des tables rondes, et ça je trouve ça aussi génial, tables rondes introductives devant le public présent sur place, et puis aussi en ligne sur Twitch, et c'est super parce que je pourrais faire quelques petites incartades dans mon agenda pour vous suivre comme ça. Donc un grand bravo déjà aux étudiants et étudiantes du Master 2 mention droit du numérique et parcours droit des créations immatérielles et vidéoludiques qui vont se prêter à cet exercice. Master qui est ô combien d'actualité et je crois que vous avez un avenir professionnel qui est un vrai boulevard devant vous au regard des enjeux actuels. Alors, je suis convaincu que ces échanges réguliers entre le monde universitaire et le monde socio-économique sont
essentiels. C'est des exhausteurs de connaissances, d'adaptation de nos formations, de notre recherche et de notre capacité à être ancrés dans le monde réel et pas déconnectés de la vraie vie. Et ça, c'est essentiel pour vous intégrer sur le marché du travail ensuite. Alors, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, cher Geoffrey, pour l'organisation de ce bel événement. Ces espaces de dialogue entre la recherche académique, le droit, l'industrie du jeu vidéo me semblent vraiment d'une richesse considérable et permettront de mieux saisir les transformations et les mutations. Finalement, moi j'ai qu'un seul regret, un vrai regret, c'est celui de ne pas pouvoir être avec vous toute la journée et de suivre ces tables rondes. Quand j'ai vu le programme, je me suis dit quel dommage que je ne puisse pas y assister. J'aurais vraiment beaucoup apprécié, mais heureusement Twitch est là et donc je pourrais regarder un peu. Alors un grand merci également à l'ensemble des intervenants de grande qualité qui sont parfois venus de loin pour partager leur expérience, leurs connaissances, croiser les approches, c'est vraiment essentiel pour nous. Et je vais m'arrêter là pour ne pas parler plus longtemps et je voudrais vous souhaiter une excellente journée, de bien en profiter, faire plein de découvertes et de débats passionnants. Merci encore à toutes et tous pour votre présence et excellente journée. Merci beaucoup pour ces mots, cher Vincent. Alors, cette journée d'études a été organisée par la faculté de droit et de sciences politiques de Reims. Et l'idée de cette journée d'études, en plus justement de prolonger nos réflexions sur les thématiques du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle, c'est de donner de la visibilité à nos différents diplômes orientés droit du numérique. Donc en quelques mots, nous avons un diplôme d'université droit du numérique qui va permettre à des étudiants, à des professionnels du droit, et pas seulement des professionnels du droit, d'acquérir des connaissances fondamentales en matière de droit du numérique, que ce soit propriété intellectuelle, commerce électronique, droit pénal par exemple. Un diplôme qui est totalement enseigné en distanciel et qui aujourd'hui a un public national mais également un public international. Et comme tu l'as souligné Vincent, notre second diplôme qui est tout jeune est le Master droit des créations immatérielles et vidéoludiques. Voilà, c'est la première année de Master 2, le Master 1 s'est ouvert l'année précédente et nos étudiants sont formés en droit des affaires, en droit des contrats, mais également en droit du numérique avec tous les fondamentaux du numérique et cette petite touche d'originalité, cette spécialisation qui est le droit du jeu vidéo et plus largement l'industrie du divertissement parce que le jeu vidéo vient cumuler toutes les problématiques juridiques qui sont liées au cinéma, à la musique et beaucoup plus largement au commerce électronique. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir débuter cette journée d'études. Nous allons y aborder un sujet bouillant qui est celui de l'intelligence artificielle et avec quelques morceaux choisis, la triche dans les jeux vidéo, la création de jeux vidéo, l'utilisation de la voix et de l'image, ce qui défraye la chronique. Mais là, il ne s'agit que de quelques exemples. En réalité, les problématiques sont beaucoup plus larges. Et pour cela, je vais appeler 3 des étudiants du master. Je vais les convier à venir s'asseoir à cette table ronde parce que nous allons voir que le panorama est beaucoup plus large que ces 3 tables rondes qui viendront juste après. Messieurs, commençons cette table ronde introductive. Bien, table ronde introductive avec les 3 des étudiants du Master droit des créations immatérielles et vidéoludiques. Je les remercie vivement, les 3 courageux à qui j'ai plus ou moins forcé la main, à vrai dire. Donc Enzo Carbonneau qui est juste à ma droite, Arnaud Dagnon juste à côté et Sacha de la Bruyère qui est tout au fond. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, sur cette table ronde introductive, on va essayer de brasser un panorama des problématiques que peut soulever l'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu vidéo. On va voir qu'il y a des domaines du droit auxquels on n'aurait pas forcément songé. 3 grandes thématiques, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les studios, au sein des studios, l'intelligence artificielle et le droit des données à caractère personnel, et on va se poser également la question de l'intelligence artificielle et la question de la surveillance de masse croisée avec le jeu vidéo.
Enzo, je vais vous laisser la parole. Dans un premier temps, vous allez nous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des studios. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. En effet, dans les studios, plus largement dans les entreprises, on a vu ces dernières années un essor de l'intelligence artificielle, même si, je vais revenir quand même sur ce terme, l'intelligence artificielle c'est un terme très large qu'on peut faire remonter très loin. Les algorithmes, par exemple, sont une sorte d'intelligence artificielle, ce qu'on peut opposer à ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont en fait des IA agentiques. On a aussi dans les entreprises plusieurs sortes d'IA qui vont être soit développées en interne, soit des IA externes qui vont aussi être utilisées par le grand public. Et donc les IA généralistes, les IA spécialisées, bref, tout un panel d'IA qui va se développer dans la société, qui va se retrouver aussi dans les entreprises, puisque les entreprises sont le reflet de la société finalement. Et tout ça va nous poser plusieurs questions, plusieurs problématiques, parce que même si les intelligences artificielles sont très utiles, elles présentent aussi des risques, et c'est ce dont je vais parler dans un premier temps. En quoi sont-elles utiles, justement, ces intelligences artificielles ? Elles ont une utilité à plusieurs niveaux. D'abord pour l'entreprise en elle-même, forcément ça va être un gain de temps, un gain d'efficacité, un gain d'argent, puisque le temps c'est de l'argent, donc forcément. Ça va être utile aussi dans le management. Elles vont utiliser les IA pour manager leurs équipes, prendre des décisions plus rapidement, plus efficacement. Dans toutes les entreprises de façon générale, on a aussi des IA qui vont être utilisées pour effectuer des tâches qui vont être plus dangereuses ou qui vont éviter de mettre en péril des salariés. Par exemple, dans le domaine de tout ce qui va être les produits radioactifs, on a des intelligences artificielles maintenant qui sont mises en place pour faire ça. Et dans le jeu vidéo, bien sûr, dans les entreprises, dans les studios de jeux vidéo, l'IA va aussi être partie prenante, notamment dans la création des jeux vidéo en elles-mêmes. On a aujourd'hui des intelligences artificielles qui peuvent créer des jeux vidéo tout entiers, même des IA généralistes qui commencent à le faire, des IA grand public développés par des grandes sociétés. Et bien sûr, ça va faire découler tout un tas de questions derrière, notamment ce qui va toucher au droit d'auteur, puisqu'on sait qu'une intelligence artificielle n'est pas auteur en elle-même, il y a forcément des personnes derrière. Et d'autant plus que on va avoir ces problématiques, alors même que ça va pouvoir être commercialisé. Et on voit, même aujourd'hui, dans bien d'autres domaines, des tas de choses qui vont être créées par l'intelligence artificielle, qui vont derrière faire l'objet d'une commercialisation et donc rapporter des bénéfices à certaines entreprises. Pour les salariés également, une grande utilité de l'IA dans l'accompagnement de leurs tâches, dans la même idée d'efficacité, de simplification de leur travail, dans une idée de gain de temps aussi. On voit, nous, dans les cabinets d'avocats, vu qu'on est dans le domaine du droit, qu'il y a des intelligences artificielles qui vont être mises en place pour effectuer des recherches assez simples. Et dans le jeu vidéo, tout ça, ça va se retrouver aussi dans le codage, que ça soit pour coder, pour effectuer du code simple, même si maintenant l'IA se perfectionne de plus en plus et peut coder de façon plus efficace, pour vérifier le code également, pour optimiser les jeux, et même pour tout ce qui va être pré-production, si je peux dire, des jeux vidéo, où on va créer des artworks, des travaux de réflexion, plein de choses comme ça qui vont permettre de gagner du temps dans le développement du jeu vidéo. Alors, ce que vous nous dites ici, Enzo, en réalité, c'est que l'intelligence artificielle présente vraiment une utilité quand elle est utilisée en tant qu'outil pour de la création, pour des tâches qui seraient considérées comme relativement simples. Depuis quelques jours, on voit des statistiques qui défilent, et il y en a une qui est ressortie qui semble expliquer que prévoir que d'ici 5 ans, il y aurait 15% des professions existantes qui disparaîtraient du fait de l'intelligence artificielle. Donc là, je me pose une question, est-ce que finalement cette intelligence artificielle ne présente pas des risques pour les salariés, ne serait-ce que dans la pérennité des emplois, ou peut-être d'autres risques éventuellement ?
Exactement. De toute façon, tout ce qui présente une utilité dans la vie pour certains présente des risques pour d'autres. Et on le sait, l'intelligence artificielle pose tout un tas de risques, que ce soit en matière juridique sur les données personnelles, sur le droit d'auteur, le droit à l'image, que ce soit en matière de souveraineté des données, en matière d'environnement, notamment. Et pour les entreprises, ça va poser aussi cette problématique de la disparition d'emplois et du remplacement de certains emplois par des intelligences artificielles. Parce que si elle peut aider certains salariés, elle peut aussi en remplacer d'autres sur des tâches assez simples. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, ce qui est aussi son inconvénient, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir de compétences spécifiques à partir du moment où on sait faire des prompts. Et du coup, c'est ça qui va mener à la disparition de certains emplois. Et dans le domaine du jeu vidéo plus particulièrement, il y a une étude récente qui avait été publiée lors de la Game Developer Conference qui avait montré que 52% des professionnels du jeu vidéo s'inquiétaient et estimaient que l'intelligence artificielle allait être néfaste pour leur milieu, et seulement 7% des développeurs qui estimaient que c'était une évolution positive pour le jeu vidéo. Donc, c'est toutes les raisons qui font que forcément, on pourrait avoir craindre un risque pour les salariés. En effet. Et on va lever de voix. Vous avez un peu travaillé justement sur l'introduction des outils d'intelligence artificielle au sein des entreprises. Et je pense que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, parce que certes, les entreprises peuvent utiliser des outils d'intelligence artificielle, mais tout ça ne peut pas se faire de façon totalement libre. Oui, exactement. On a la chance d'avoir le Code du travail, qui est un formidable outil, et qui permet d'encadrer ce qui se passe un peu dans les entreprises et que tout ne soit pas fait n'importe comment et à n'importe quel prix. Et ça va notamment passer par les CSE, donc Comité social et économique, anciennement les CE et les CHSCT, et les organisations syndicales, du coup, qui vont jouer un rôle prépondérant dans tout ce qui va être prévention des atteintes aux salariés, protéger les droits des salariés. Et pour ce qui va toucher l'introduction d'intelligence artificielle, justement, on va jouer sur le levier de l'obligation d'information et consultation du CSE, puisque celui-ci doit être informé et consulté sur tout ce qui va toucher à l'organisation, la gestion et la bonne marche générale de l'entreprise. Le texte parlant spécifiquement de l'introduction de nouvelles technologies. Donc, sans aucun doute, l'IA est une nouvelle technologie, je pense que personne ici n'en doutera. Et c'est les juges qui, derrière, vont permettre cette application et permettre cette protection. Et on a d'ailleurs eu des décisions récentes, pour l'instant seulement des décisions de référé et pas des décisions qui sont allées dans de plus hautes instances, mais dans lesquelles les juges effectuaient une mise en balance pour montrer que l'IA constituait une nouvelle technologie qui impactait les conditions de travail, qui avait des conséquences sur les conditions de travail des salariés. Et donc, même s'ils reconnaissaient que l'IA pouvait être un gain de temps, ils reconnaissent aussi que derrière, il y a une perte pour les salariés, perte d'autonomie, perte d'initiative, perte de réflexion, qui font que l'intelligence artificielle entre dans ce champ des nouvelles technologies. Donc, il en ressort finalement que l'employeur qui veut mettre en place une intelligence artificielle dans son entreprise devra forcément derrière questionner, informer, consulter le CSE. Après, dans le domaine du jeu vidéo, les studios restant des entreprises comme les autres, on va avoir la même logique qui va s'appliquer, même dans tout ce qui va être audiovisuel en sens large, puisque l'IA c'est très transversal. Et d'ailleurs, dans ces fameuses décisions de référé, il y en a une qui concernait un groupe audiovisuel, donc parfaitement le cœur du problème. Bien, merci Enzo. Voilà, on n'y avait pas du tout pensé quand on a mis sur pied ce colloque, mais on a fait une incursion dans le droit du travail. Donc on voit vraiment que l'intelligence artificielle soulève vraiment des problématiques qui sont transversales, hein, qui traversent tous les pans du droit. Et vous avez évoqué la question justement de la propriété intellectuelle qui sera évoquée dans l'après-midi, mais également des données à caractère personnel. Et on va faire un bond sur cette table ronde. Je me tourne vers Sacha, parce que vous avez travaillé, en ce qui vous concerne, justement sur l'intelligence artificielle et les données à caractère personnel. Exactement. Oula. Alors de mon côté, moi je vais vous parler directement de jeux vidéo et notamment d'un MMORPG.
MMORPG, vous connaissez tous, c'est des jeux massivement multijoueurs où vous pouvez incarner un personnage qui va prendre des niveaux, qui va interagir avec des PNJ, faire des quêtes et donc avancer dans une aventure avec plusieurs personnes. Dans le cas présent, moi je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Where Winds Meet. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais... Toutes mes félicitations, Sacha, je n'arrive jamais à le prononcer. Qui est un MMORPG multijoueur en monde ouvert, situé en Chine du Xe siècle, qui mélange exploration, quête et combat, dans un univers très narratif. Donc là, vous allez me dire, oui, ok, c'est un MMORPG assez classique, assez banal. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ce MMO va vous proposer en fait des PNJ classiques, mais aussi des PNJ chatbots pilotés avec des modèles d'IA. Là, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Ces PNJ, le joueur peut converser en texte libre. Ils ont une jauge d'affection, des réactions émotionnelles qui adaptent en fait l'expérience de jeu à chaque joueur. Donc en fait, on a une forme de personnalisation du gameplay et du jeu pour le joueur. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder au niveau en fait de la politique de confidentialité et des conditions générales d'utilisation du jeu, comment en fait, d'un point de vue juridique, tout ça est cadré. Parce que qui dit effectivement IA et chat libre dit données à caractère personnel et traitement de données. Donc lorsqu'on regarde un peu la politique de confidentialité du jeu, on se rend compte effectivement que le jeu collecte des données liées au personnage, donc avec le compte, les identifiants, les informations de données, des justificatifs parfois en fonction des logs du pays ou autre, en fonction des juridictions où le jeu est implanté. Bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Pour l'instant, ça va, ça reste une politique de confidentialité classique. Mais le jeu aussi, en fait, va collecter le gameplay, ce qui inclut en fait les actions en jeu, la progression, l'histoire, l'historique de situation et potentiellement en fait, les contenus des échanges textuels échangés avec ces fameux chatbots, en vue en fait, pour des finalités en fait, analytiques et d'optimisation du jeu, tout simplement en fait, pour personnaliser votre expérience d'utilisateur. Donc, ces données sont partagées avec des tiers, donc notamment les prestataires techniques, l'équipe commerciale, et tout, l'équipe analytique. Bon, ça, pareil, toujours pas de souci à ce moment-là. Mais en fait, dès lors que les états de progression, les niveaux d'infinité avec les PNJ IA, ainsi que les logs sont rattachés en fait à un compte ou à un identifiant du joueur, ils constituent, au sens du RGPD, des données à caractère personnel. Et lorsqu'ils servent à adapter le comportement du jeu ou des PNJ, ça relève en fait du profilage au sens du RGPD, donc au sens de l'article 4. Et donc le profilage, ce type de traitement, ça implique des obligations d'information et de transparence, ce que le jeu ne fait pas vraiment, ou du moins est très limité dessus. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que dès lors que ce profilage va en fait être poussé avec une intensité plus ou moins, avec notamment en fait, une personnalisation poussée, cela pourrait interagir avec les exigences de l'AI Act. Je m'explique. Imaginez que vous parlez avec un IA, donc piloté par un PNJ piloté par un modèle d'IA, qui va en fait vous inciter à travers le jeu à consommer, acheter des composants dans le jeu avec de l'argent réel ou non. On va se dire, ah, il y a un petit souci. Ici, en fait, l'IA va influencer le comportement économique du joueur et donc, en fait, va modifier son comportement. Et comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu l'IA Act qui est arrivé et ce type en fait, de pratique relève des pratiques interdites mentionnées à l'article 5. Donc, on peut imaginer les dérives très vite que peuvent nous amener en fait, ces PNJ chatbots s'ils ne sont pas en fait, cadrés tout de suite. Je vais maintenant vous parler des grandes firmes de distribution de jeux vidéo en ligne. Parce qu'on a entendu quelques discussions récemment avec des problèmes de personnalisation des prix. Voilà, vous parliez du profilage et je pense que c'est la question que vous avez soulevée. Exactement. Donc vous connaissez tous une grande firme qui en français qui se dirait Vapeur, qui va donc proposer un catalogue de jeux en ligne
Donc par rapport à ça, en fait, ils vont vous collecter des données par rapport aux jeux que vous possédez déjà, les achats que vous faites, les interactions à travers les jeux et à travers les forums. Bon, ils vont récolter toutes ces données-là, ça, pas de souci pour l'instant, c'est précisé dans leur politique de confidentialité, pour ensuite, en fait, vous proposer une forme de profilage de recommandations et donc vous proposer des jeux dits personnalisés, en fait, à votre expérience d'utilisateur. Pour l'instant, ça reste bon enfant, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais lorsqu'on regarde un de leurs concurrents qui, eux, vend des jeux vidéo sur console, là, c'est poussé un peu plus loin. On le regarde, pareil, ils utilisent les mêmes types de données, donc les jeux que vous achetez, le temps que vous passez sur les jeux, comment vous réagissez sur les forums et autres. Mais ici, ils vont vous proposer en fait une tarification dynamique et donc vous proposer plusieurs en fait, jeux à plusieurs joueurs différents, mais avec des prix donc, dynamiques, donc qui seront différents en fonction des joueurs et des régions de ces joueurs-là. Et donc, bon, ça, c'est pas un souci en soi, mais la question, c'est les obligations de transparence qui en découlent, notamment au niveau du RGPD. Là, dans les faits, lorsqu'on analyse leur politique de confidentialité, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui existe, et notamment, on ne sait pas comment marche en fait cette tarification dynamique et sur quoi elle repose. Donc en fait, il y a une forme de flou qui entoure cette tarification et que la plateforme va utiliser et peut en fait en abuser d'une certaine manière. Donc c'est ce qu'on appelle un profilage économique sensible et ça reste très surveillé par les autorités et je pense que ça devrait être cadré assez vite. En effet, Sacha, vous avez raison de soulever ce point. D'ailleurs, c'est une façon de procéder que l'on retrouve déjà dans d'autres secteurs économiques, notamment en matière de transport, où quand on se connecte à des comptes différents, on se rend compte que les billets de ce mode de locomotion n'ont pas les mêmes tarifs, alors que les deux personnes consultent justement le site au même moment, et parfois avec des résultats qui peuvent être surprenants, où on s'est déjà aperçu qu'une personne qui va consommer de façon régulière justement ce type de contenu va bénéficier de tarifs qui peuvent être parfois plus faibles pour inciter justement à consommer encore plus. On aurait pu penser au schéma inverse, mais parfois ça amène en effet à tirer le prix vers le bas. Vous parliez justement de toutes ces données dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles deviennent. Vous parliez de transparence. Je crois avoir entendu dans l'actualité qu'il y avait une application en réalité augmentée de chasse de monstres, on va l'appeler comme ça, qui a utilisé les données à caractère personnel des utilisateurs d'une façon qu'on n'avait pas vu venir. Effectivement, donc cette célèbre firme qui s'est lancée il y a pas, voilà, ça doit faire maintenant 5-6 ans, un célèbre jeu qui vous permet en fait d'aller chasser des monstres dehors avec votre téléphone, s'est lancé il n'y a pas longtemps dans un partenariat avec une société de robots livraison autonome et notamment qui utilise les données à caractère personnel de ces jeux, parce qu'il n'y a pas que ce jeu-là en fait, il y a toute leur gamme de jeux qui utilisent ces données pour en fait revendre les données des utilisateurs à cette firme de jeux, et notamment comment vous allez m'expliquer, enfin comment vous allez me demander, tout simplement, le jeu en fait va demander à l'utilisateur donc de sortir, d'utiliser son téléphone pour scanner différents, comment ils appellent ça, des stops entre guillemets, ce qui permet en fait aux joueurs de gagner des points et lui en fait au jeu de baliser d'une certaine manière la carte, on va dire virtuelle du jeu grâce à l'aide du joueur. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des visual positioning systems. C'est ce que revend en fait cette société. Et grâce à ces VPS, en fait, ça aide les robots en fait, qui sont basés sur un modèle d'IA à se localiser précisément en ville parce que le joueur aura réussi à scanner en fait, les différents points que le jeu lui a demandé. Et donc le robot va reprendre ces points-là pour pouvoir en fait, s'adapter et mieux, entre guillemets, livrer les colis. Donc en fait, lorsqu'on regarde un peu la politique de confidentialité du jeu, on se rend compte que
il y a des choses, mais c'est pas complet. Donc le jeu nous indique qu'il peut utiliser donc, ces images, ces données en fait géospatiales via les capteurs de l'appareil, que ces données-là sont utilisées pour construire une vision 3D des lieux du monde réel pour le jeu, mais aussi entraîner des modèles de machine learning et des modèles IA. Bon, c'est tout ce qu'on a en fait dans la politique de confidentialité du jeu. Il nous explique que ce mode de capture en fait, est optionnel, que le joueur peut ne pas l'utiliser, mais à part ça, on ne sait pas trop. Je ne pense pas que le joueur, si on lui disait que lorsqu'il allait utiliser cette fonctionnalité du jeu, que ces données allaient être utilisées pour être revendues à des entreprises qui utilisent des robots pour livrer des colis via Amazon ou autre, je ne sais pas si le joueur accepterait de donner ces données si gentiment. Donc pour l'instant, le jeu n'a pas à communiquer plus par rapport à ça, mais je ne pense pas que la finalité précise dans leur politique de confidentialité mentionne la vente de données pour entraîner des robots. Merci Sacha. C'est vrai que ça soulève beaucoup de questions finalement, parce qu'on se rend compte que ces applications, beaucoup d'applications vont aspirer nos données, vont exploiter nos données, et vraiment dans des objectifs ou des finalités qu'on ne pouvait pas imaginer. Et en réalité, vous avez fait très naturellement la transition avec Arnaud, parce que voilà, on a des problèmes de surveillance de masse par différents dispositifs. Ça rappelle un petit peu les Jeux Olympiques, hein, avec les caméras qui avaient été installées. Donc Arnaud, je vous laisse la parole pour nous parler de l'intelligence artificielle et de la surveillance de chacun d'entre nous. Tout à fait. Bonjour déjà. Effectivement, on allait rester dans ces mêmes problématiques de transparence et de données personnelles, parce que finalement, c'est deux problématiques majeures en termes d'intelligence artificielle. On n'y échappera pas. Depuis à peu près une vingtaine d'années, se développent dans le monde des outils de surveillance de masse algorithmique et par intelligence artificielle. Le cas le plus retentissant, le plus connu, c'est celui de l'entreprise Palantir. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est une référence au Seigneur des Anneaux, la pierre de vision, tout ça, ça correspond assez bien à un logiciel de surveillance. Palantir, en réalité, c'était une réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Le cas, c'était, c'est pas normal qu'une attaque de cette ampleur ait pu passer entre les mailles du filet. Et voilà, il faut renforcer l'arsenal sécuritaire et de renseignement. Donc qu'est-ce que fait Palantir? C'est simple. Palantir, ça va agréger une tonne de données. Ça va les analyser via des algorithmes et ça va en ressortir des espèces de faisceaux d'indices, déterminer quel comportement pourrait être dangereux, qu'est-ce qui pourrait ressortir comme un potentiel danger pour la sécurité intérieure. C'est une entreprise qui marche très bien, c'est un logiciel qui est vraiment très utilisé. Depuis sa création, c'est en partenariat avec la CIA et le FBI, et récemment, c'est très sollicité par la ICE, donc l'Immigration and Customs Enforcement, la police très controversée états-unienne récemment inaugurée. Et donc finalement, combien de temps avant que ce genre de solution de surveillance de masse algorithmique arrive en Europe et en France? En fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis longtemps d'ailleurs. C'est déjà le cas depuis 2013 précisément. On avait eu exactement le même constat que les États-Unis, mais en 2013, après les attentats de novembre. Et depuis, Palantir est utilisé également par la DGSI et par la DGSE pour toujours cette même idée de renforcer la sécurité intérieure, de pouvoir déterminer à l'avance et déjouer des attaques terroristes. Initialement, ça a posé des problèmes. Dès l'arrivée de Palantir en France, on s'est posé des questions parce que ça crée deux problématiques majeures. La première problématique, c'est les données personnelles, on y revient, parce que ça va traiter des données sensibles, et ce à très grande échelle. Alors même si c'est par algorithme,
on va quand même avoir des humains dans la boucle. Donc, à quel endroit ils sont placés, comment est-ce que ces données sont réellement utilisées, comment est-ce qu'elles sont... en fait, elles ne peuvent pas être anonymes, vu que ça sert à... Ça réalise du fichage, au final. Ça pose aussi un problème, étant donné que Palantir, c'est une société états-unienne. Donc, on a un élément d'extranéité, c'est un traitement hors Union européenne. Bon, eux répondent que toutes les données sont stockées sur des serveurs isolés auxquels n'ont accès que le personnel français. Soit. Mais ça pose aussi une question de souveraineté et de sécurité. Si notre logiciel principal de détection d'organisations terroristes est un logiciel états-unien, ça... Bon. Ça interroge. Ouais. Ça interroge sur nos propres moyens européens et français à se défendre sans dépendre de nos grands frères états-uniens. Évidemment, au départ, le gouvernement il précisait que ça allait être qu'une solution temporaire, qu'un partenariat de courte durée. Le problème, c'est que le partenariat de courte durée, en fait, il dure depuis 13 ans, quoi. Ça a commencé en 2013. Les contrats avec Palantir ont été renouvelés en 2019 et en 2022 pour 3 ans chacun, donc en fait, on y est toujours. Bon, et en parallèle de ce développement de logiciels de surveillance de masse algorithmique, se sont développés un aspect assez logique du jeu vidéo, qui est son aspect social. Le jeu vidéo, c'est devenu un vecteur de liens sociaux énorme. Hein. Je pense que parmi les joueurs de jeux en ligne, on est plusieurs à peut-être avoir passé une soirée à discuter avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout et à faire quelques parties avec eux. Et à se perdre dans World of Warcraft, ouais, voilà, pour les plus vieux. Par exemple, dans ce genre de... Dans les MMO, on y revient, dans les Massively Multiplayer Online, c'est des jeux où c'est très facile de rencontrer des gens, c'est très facile de parler, de communiquer. Et voilà, grand vecteur social. Le problème... C'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. Qu'est-ce que ça vient faire dans le jeu vidéo? Le problème étant que ces vecteurs sociaux, parfois, ils sont détournés. Ils sont détournés de leur usage à des fins criminelles, à des fins... alors, ça peut être pédocriminel, ça peut être terroriste, surtout, on y revient. Il y avait un chouette reportage de TF1 à ce propos. Enquête, Daesh recrute des collégiens grâce aux jeux vidéo, si ça vous intéresse. Mais ouais, en fait, ça démontre le fait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo. Alors, les grands MMO qui s'adressent surtout aux jeunes, type Roblox, type Fortnite, Minecraft, ça va être ça peut devenir de manière détournée parfois des canaux de recrutement terroriste. Parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être isolés socialement. Bon, c'est un réel problème. Hein. Il y avait un projet d'attentat contre l'ambassade israélienne à Bruxelles, qui a été détourné, mais qui précisément avait été organisé via Roblox. Les collégiens qui avaient été recrutés à l'époque pour organiser ça, c'était des gens qui avaient été approchés sur Roblox. C'est quand même un peu fou. Donc évidemment, on a besoin d'instaurer une surveillance de ces espaces, parce que si on a des tels dangers qui s'y développent, c'est normal qu'il y ait de la surveillance. À ce propos, il y avait eu, ça c'était assez drôle, il y avait une annonce de stage du ministère des Armées qui avait été révélée par Le Monde, qui à la base visait un cercle assez restreint de cybersécurité, mais qui avait été rendu plus public par Le Monde. L'annonce de stage, son intitulé, c'est « Rétroconception et exploitation des protocoles de jeux vidéo ». Et la description du poste et des missions, c'est « Les moyens de communication mis à disposition dans ces jeux sont utilisés de manière furtive afin d'échanger de l'information spécifique. » C'est ce qu'on présentait juste avant. Le ministère des Armées s'intéresse donc à ces technologies et protocoles associés, cherche donc un stagiaire motivé pour les travaux suivants. Cartographie des jeux vidéo connectés largement répandus, c'est les fameux MMO et qui s'adressent principalement aux jeunes. Et effectuer une rétroconception afin d'extraire des signatures réseau, recherche et exploitation de failles. Bon, concrètement, ce stage, c'est pour chercher quelqu'un qui peut rentrer dans le jeu et pouvoir avoir accès aux communications, justement pour organiser de la surveillance, de la prévention, instaurer de la sécurité. C'est assez, ça peut paraître un peu désarçonnant comme annonce de stage, mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très logique. Si ça devient des vecteurs qui sont dangereux, si ça devient des canaux de recrutement terroriste, voilà, évidemment,
c'est normal que la sécurité intérieure prenne les devants. Donc maintenant, on peut se demander combien de temps avant que ces logiciels de surveillance de masse qui vont agréger des données en masse pour en tirer des patterns, combien de temps avant qu'ils soient instaurés dans les univers des jeux vidéo, combien de temps avant qu'ils concernent les joueurs. C'est probablement le cas. C'est dur de vraiment avoir une réponse claire parce que c'est des sujets qui sont très secrets. C'est de la sécurité intérieure, il ne faudrait pas non plus révéler tous les outils qu'on a, sinon ça servirait vachement moins bien. Ça marcherait vachement moins bien. Il y a quelque chose qui est vertigineux dans vos propos, c'est de se dire qu'on est peut-être en train de se promener sur un jeu en ligne, un jeu en ligne quelconque, et puis en réalité, voilà, il y a un dispositif de surveillance qui est en train de nous observer. Et juridiquement, est-ce qu'on a un cadre pour tout cela ? Oui, ça, c'est la grande question. Ça me rassure, tant mieux. mais juridiquement, c'est compliqué en fait, parce que alors récemment, on a eu le règlement IA, le AI Act, on a aussi le RGPD qui pourrait peut-être réglementer ce genre de domaine. Le problème, c'est que c'est 2 textes européens, et l'Union européenne n'a aucun pouvoir en matière de sécurité intérieure. Ça ne fait pas partie des compétences qui lui sont attribuées. Donc, dans les 2 règlements, alors j'avais retrouvé les articles, le RGPD, c'est le considérant 16 qui précise que le présent règlement ne s'applique pas à des questions de protection concernant des activités ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union, précisément la sécurité intérieure. Le RIA, dans son article 2, champ d'application, c'est globalement la même chose, je ne vais pas vous lire les articles, mais ça précise qu'on ne peut pas appliquer ces textes européens dans ce genre de contexte parce que l'Union européenne n'a pas de compétences. Au niveau interne, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Pas grand-chose non plus pour l'instant, parce que c'est assez normal finalement. En fait, effectivement, ça peut avoir... On peut penser de façon un peu orwellienne et se dire zut alors, même dans les jeux vidéo, finalement, on est contrôlé et puis on ne peut pas se balader librement, mais finalement, c'est le cas un peu partout. Quand on se balade dans la rue, c'est le cas aussi. Justement, vous en parliez tout à l'heure, mais il y avait ce fait qui avait fait un peu scandale avec les JO, avec l'instauration de caméras de vidéosurveillance qui étaient notamment motorisées par IA. Voilà, en fait, ça commence à être le cas un peu dans tous les espaces dans lesquels on évolue. Et simplement, les jeux vidéo sont concernés aussi. Donc en droit interne, simplement, on peut citer quelques articles du Code de procédure pénale ou du Code de sécurité intérieure, les 706-80, 706-81 du CPP, les 706-73 du CSI. Je ne vais pas vous les lire non plus, mais concrètement, ça donne des pouvoirs particuliers aux organismes de sécurité intérieure et aux forces de l'ordre dans le cadre de protection, de surveillance, parce que voilà, il y a quand même un vrai intérêt général derrière qui est la protection, la sécurité intérieure. Ce n'est pas un sujet léger non plus. Et effectivement, quand on sait ce que même des entreprises privées comme la fameuse firme nationale de capture de monstres pouvaient faire de manière un peu détournée avec les données personnelles qu'ils récupéraient. Bon, qu'est-ce que l'État lui-même, dans un objectif de sécurité intérieure, se permet de faire ? C'est probablement large. C'est probablement pas plus mal non plus. La question est là, mais effectivement, ça peut quand même poser des problèmes en termes de transparence, surtout, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations dessus. Et en termes de souveraineté, une fois de plus, le fait que tout ça soit motorisé par un logiciel qui n'est pas français. Voilà. Merci Arnaud. Finalement, ce qui ressort de vos 3 interventions, c'est qu'on a un panel qui est extrêmement large de questions, et des questions qui sont sans réponse ou avec des demi-réponses. Du moins, on sait qu'on a quelques outils qui nous permettent d'apporter une demi-réponse juridique, mais voilà, ça laisse envisager justement beaucoup d'avenir, on va dire, pour la recherche en intelligence artificielle, pour les questionnements juridiques justement sur ce domaine. Je vais laisser la parole au public, peut-être qu'il y a des questions. Je vous garde encore un petit peu, vous voyez, vous n'êtes pas encore sorti. Il y a peut-être des questions dans le public pour nos intervenants, ou peut-être dans le chat. Je vais embêter Kéra,
s'il vous plaît. Kera, est-ce que vous pouvez regarder dans le chat s'il y a quelques questions et faire le relais? Merci. Apparemment, nous n'avons pas de questions dans le public. Ils ne veulent pas vous embêter. Ah, monsieur. Et monsieur... Ah. Parfait, merci. Merci pour cette présentation. J'aurais plus une question pour Arnaud. Et ce serait concernant les comportements qui seraient illicites dans les MMO, dans les direct messages. Est-ce qu'il y aurait des bonnes pratiques pour prévenir ce genre de comportement tout en restant conforme? Je pense notamment, par exemple, donner la possibilité aux utilisateurs eux-mêmes de remonter ce genre de pratiques, de le signaler tout simplement. Mais je ne sais pas s'il y aurait d'autres bonnes pratiques à ce stade. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse instaurer un guide de la bonne pratique, parce que c'est assez évident. Alors effectivement, on va avoir des systèmes de signalement parce que c'est important. Il y en a pas mal qui remontent. Bon, je vais reprendre l'exemple de Roblox, parce que c'était le cas sur lequel j'avais un peu creusé, mais il y a des serveurs qui sont créés avec des modes de jeu dont le but c'est de recréer des grandes batailles de Daesh, par exemple, qu'a mené Daesh. Donc effectivement, ce genre de contenu, c'est vite signalé. La plupart du temps, c'est vite supprimé, mais ça reste encore en ligne. Après, est-ce qu'on peut instaurer un code de bonne conduite qui, par exemple, demanderait aux utilisateurs de ne pas intégrer ce genre de serveur, de ne pas leur donner de l'importance ou quoi? Probablement. Ça paraît, en fait, ça peut vite paraître attentatoire aux libertés fondamentales. Et ça serait très compliqué à installer parce que c'est international finalement. On ne peut pas se fier à une loi étatique alors que le jeu il a une portée mondiale. Ça serait probablement pas simple à installer, ou alors il faudrait que ça soit le studio de jeux vidéo lui-même qui élabore cette charte. C'est probablement déjà le cas sur quelques jeux vidéo, je pense. Mais ouais, un code de la bonne conduite, je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse, je suis désolé. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Monsieur, si c'est possible de faire circuler le micro. Merci, Philippe. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, je vous propose de juste se déplacer un peu sur du terrain moral. Les utilisations du jeu vidéo que vous évoquez sont effectivement mauvaises par Daesh ou autres, mais dans certains pays, on pourrait supposer qu'elles soient un très bel outil de résistance. Et donc, à quel moment on va pouvoir ajuster la barrière au niveau du droit, en termes d'outils, pour correspondre à cette dimension morale d'un devoir de résistance face à une oppression injuste? Ouais, là, effectivement, ça devient une question très politique, mais ce qui est normal, si on parle de surveillance de masse, c'est éminemment politique. La barrière, elle est dure à placer, une fois de plus, parce que si on pose un cadre légal, ça sera l'État qui le posera. Quelle barrière l'État lui-même va poser? On peut se poser la question. Effectivement, je ne suis pas trop versé politique non plus, mais en fait, plutôt dans le sens inverse, on peut se poser la question de effectivement quelle importance cette surveillance de masse va pouvoir prendre pour précisément réprimer des potentiels mouvements de résistance dans un climat politique occidental qui commence à virer, qui rappelle de mauvais souvenirs, on va dire. Les canaux de résistance qui peuvent se créer, ça sera des canaux terroristes en fonction de quel côté de la barrière vous vous placez, quoi. Donc, et cette barrière, ça risque d'être l'État qui la place. Sacha, allez-y. Ouais. J'allais dire, pour reprendre un peu, dans le sens inverse, il y avait Minecraft, vous savez, où il y avait une bibliothèque... qui avait été banni. Oui, c'est ça précisément. Oui. Il y avait un serveur Minecraft dont le but c'était d'être une bibliothèque géante qui répertoriait tous les livres qui étaient, je crois que c'était interdit en Chine. En Chine et en Corée du Nord, ouais, ou peut-être. Les deux. Toute la littérature qui était interdite dans des États plus fermes,
politiquement. Voilà, de notre point de vue occidental, ça peut paraître être un mouvement de résistance pour apporter une culture interdite ailleurs. Du côté des gouvernements qui ont poussé pour faire fermer le serveur, c'est du terrorisme. Bon. Et encore, j'allais dire, l'éditeur a quand même son impact parce que bon, le jeu, il va le modifier en fonction de là où il est installé et où il le développe. Et effectivement, j'imagine qu'en Chine, c'est mal passé, cette bibliothèque. Ouais, c'est mal passé. Et puis, et le problème, c'est quand ces considérations très politiques rencontrent des considérations économiques. Mojang, si on leur dit, soit vous juste fermez ce serveur, soit vous perdez l'intégralité du marché chinois, oui, évidemment, Mojang, ils font un choix radical très vite. Et on peut les comprendre. Mais, Merci. Vous voulez intervenir, Enzo? Si. Allez-y. Si je peux rajouter quelque chose, c'est les mêmes considérations économiques qui vont rentrer en jeu dans beaucoup de secteurs, beaucoup de secteurs, dont le cinéma, quand on sait que des studios vont modifier leurs films pour, par exemple, pouvoir intégrer le marché chinois ou des choses comme ça. On a les mêmes considérations-là appliquées aux jeux vidéo et ça pose problème. En effet. Il y a une question dans le chat et il y avait une question derrière après, et après vous serez libérés. Alors, question du chat. De nombreux développeurs de jeux vidéo sont en dehors de l'Europe et donc non soumis à l'IA Act. Comment leur imposer des règles ne s'appliquant pas chez eux? Faut-il imposer une restriction dans certains pays? J'allais dire, à partir du moment où ces éditeurs de jeux vidéo développent des jeux et les distribuent en Union européenne, ils sont censés appliquer l'IA Act. Donc ils savent qu'à partir du moment où ils vont s'implanter sur le marché européen, ils doivent respecter les règles européennes, que ce soit le RGPD ou l'IA Act, tout simplement. Après, effectivement, il y en a qui vont faire vraiment l'effort, d'autres qui vont vraiment juste copier leur politique de confidentialité en anglais et la traduire en français. Ça se voit assez souvent. Et après, vu qu'il y a peu de litiges sur ce terrain-là, ça finit vraiment rarement devant les tribunaux. Mais on peut faire des choses quand même. On peut saisir la justice pour aller obliger ces éditeurs à se mettre en conformité dans les pays où ils ont développé le jeu. Merci Sacha. Et donc une dernière question avant de clore cette table ronde. Méfiez-vous messieurs, c'est l'une de vos camarades qui a vous posé la question. Moi c'est une question un peu plus juridique. Pour Arnaud, quand vous avez parlé de sécurité nationale, est-ce qu'on se réfère un peu aux considérations d'ordre public juridique ou pas? Oui, précisément. Parce que je suis pas super calé en sécurité intérieure, je l'admets. Mais c'est quand même une matière qui est très motivée par l'ordre public et par l'intérêt général. Je pense que oui, effectivement, la sécurité intérieure, ça concerne toutes et tous. Et c'est probablement pour ces motifs qui sont très importants qu'on peut permettre une surveillance plus accrue et qui pourrait dépasser, des cadres légaux qu'on imposerait à des personnes privées. Oui, effectivement, pour ces motifs d'ordre public, d'intérêt général. Merci Arnaud, c'est vrai que ça soulève des problèmes de liberté fondamentale. Donc, typiquement, on se retrouve vraiment dans ces questions d'ordre public, sécurité intérieure. Dès qu'on touche à nos libertés fondamentales, on sent qu'on touche à notre personne même, à notre qualité de citoyen, en effet. Bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour vos interventions et toutes mes félicitations. Vous êtes jetés dans le grand bain, vous serez prêts à réitérer l'expérience à l'avenir. Merci beaucoup, messieurs.